Culture Soccer. Bienvenue chers auditeurs et auditrices à Culture Soccer. Culture Soccer continue pour une troisième saison et c'est en partie grâce à vous. Vous nous avez donné la motivation de continuer le podcast et même d'agrandir la famille Culture Soccer. Tout d'abord, accueillons nos deux habitués du podcast, Antoine Latran et Adi Raphaël. Bonjour les gars, vous allez bien? Bah, ça va très bien, et toi? Bonjour. Salut Anthony. Bonjour les gars, je suis content d'animer le premier podcast de cette troisième saison. Hein. Ça va être une saison vraiment superbe pour Culture Soccer. Vraiment, là, l'année 2019 est l'année d'un nouveau chapitre pour Culture Soccer, puisque comme vous avez pu l'apercevoir, Culture Soccer est désormais un média indépendant ayant son propre site web. Moi, Antoine et Adi seront les rédacteurs en chef. Donc, Adi, bienvenue officiellement dans l'équipe. Merci beaucoup. Je suis très content de me joindre à vous et de faire enfin partie de la famille Culture Soccer. C'est quand même un nouveau chapitre pour moi personnellement, un nouveau chapitre aussi pour Culture Soccer en général. Pour moi personnellement, qui a fermé mon site MLS en folie pour pouvoir me lancer dans l'aventure avec vous. J'ai vraiment hâte, ce que je vois dans la préparation depuis quelques mois, parce que ça fait quand même quelques mois qu'on travaille là-dessus. L'équipe est magnifique et puis travailler avec vous, c'est un plaisir comme je le dis assez souvent. Oui, nous aussi, nous sommes ravis de pouvoir t'accueillir là. On va être vraiment une équipe géniale. As-tu un mot pour nos auditeurs? Oui, en fait, je vais juste te dire aux auditeurs comme quoi on va offrir un contenu de qualité, que ce soit sur les podcasts que vous faites qui est déjà magnifique, ou moi je ferai de temps en temps certaines apparitions, ou que ce soit sur le site web où les articles seront variés, où on va couvrir beaucoup de choses et ça va être quelque chose de vraiment très intéressant. Donc, suivez-nous et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Parfait. Et toi, Antoine, comment t'as senti quand on repense à nos débuts là, en novembre 2017? On a fait quand même pas mal de chemin. Je suis très content d'arriver là tout de même. Merci déjà à tous les auditeurs qui nous ont soutenus dès le premier épisode, à tous les invités qu'on a eus, parce qu'on a eu pas mal de joueurs de MLS, du SL et pas mal de collègues journalistes ou de collègues sur Twitter qu'on a rencontrés là-bas. Ils ont toujours été très gentils avec nous, ils ont toujours accepté nos invitations. Donc on les remercie très fort. Et puis je pense qu'Anthony, toi et moi, on a fait quand même une belle année aussi sur le Carnot Posé l'année dernière. Et voilà, on a bien grandi sur le site. On a eu de plus en plus de connaissances sur le soccer américain. Et je crois que maintenant, on est fin prêt pour se lancer dans cette nouvelle aventure. Et je suis très content qu'on ait accueilli Adi avec nous. Oui, et au passage, là, on tient à remercier le Carnot Posé pour cette aventure vraiment magnifique que Nicolas a pu nous offrir. Et oui, pour vrai, Culture Soccer, j'ai hâte qu'on avance dans le site et tout. Ça va être vraiment un contenu par des passionnés, pour des passionnés. Et vraiment, je crois qu'à l'émission d'aujourd'hui, ça va vraiment transparaître puisque nous aurons la chance de vous présenter la majorité de nos rédacteurs. Mais tout d'abord, là, revenons sur le site quelques instants. Notre but principal était de rassembler tous les soccer d'Amérique du Nord. C'est pourquoi nous aurons du contenu, bien sûr, de MLS, mais également des sélections nationales, de la Canadienne Première Ligue, du soccer féminin aux États-Unis et au Canada, du championnat universitaire, de toute la USL, de la NPSL, etc. On n'a aucune limite à Culture Soccer. Même parfois, on va aller dans le soccer amateur et tout. Donc, nous avons là vraiment une équipe de spécialistes à travers le monde, que ce soit au Canada ou en Europe, qui est passionnée autant que nous, autant que vous. Le contenu sera un parfait mélange de résumé, culture et analyse. Les gars, quelque chose à rajouter sur le site? Moi, j'aimerais ajouter aussi que les épisodes des Renards du Soccer seront aussi sur le site pour ceux qui veulent. Donc, sur le site web en tant que tel, il y aura aussi les épisodes de Renards de Soccer où on parle de la MLS de manière hebdomadaire. Il y aura aussi, c'est sûr, on parle aussi beaucoup de l'Impact de Montréal, étant partisans tous les deux, moi-même et Mathieu Lemay, de l'Impact de Montréal. On parle aussi de l'Impact de Montréal dans chaque épisode. En tout cas, c'est quelque chose, un outil supplémentaire avec qui on est quand même partenaire avec Culture Soccer et les Renards du Soccer qui vont être ensemble sur le même site. Ce serait quand même aussi très intéressant.
Oui, d'ailleurs, si vous voulez les retrouver, ce sera sur l'onglet Médias où est-ce que vous allez pouvoir écouter nos podcasts et regarder les Renards du soccer. Donc, passons au segment déjà où nous vous présenterons nos rédacteurs. Tout d'abord, nous irons en MLS avec Mathieu et Léo. Ensuite, en USL avec moi-même et Léo. Puis, nous irons dans la NPSL Pro et la NISA avec Antoine, pour ensuite aller aux féminines avec Elodie, parler du championnat universitaire avec Florian et pour finir la Canadian Premier League avec Daniel. Donc, à très bientôt. Débutons avec la MLS. Malheureusement, Mathieu Lemay a eu un petit problème technique. On le remercie tout de même d'avoir essayé. On va le rejoindre à la fin du segment MLS. Mais bienvenue à Léo Wilmin. Hein. C'est un rédacteur pour le site Culture Soccer qu'on a pu déjà entendre dans la dernière saison de Culture Soccer. Tout d'abord, ça va bien, Léo? Ça va très bien, et vous? Ça va très bien, merci. Merci de nous rejoindre. Tout d'abord, là, est-ce que tu aimerais te présenter à nos auditeurs? Moi, je m'appelle Léo Villemain, je suis le FC Dallas depuis une dizaine d'années, donc fin 2008, début 2009, 2007. Et du coup, voilà, je vais écrire pas mal de choses sur Culture Soccer, en termes de MLS, en termes de staff technique, où j'ai beaucoup m'intéresser voilà, sur les différents staffs, que ce soit entraîneur des gardiens, entraîneur adjoint, entraîneur des attaquants. Donc voilà, à peu près. Sympa. Et niveau là, MLS, qu'est-ce que tu penses que tu vas apporter au site? Sur quoi tu vas aimer écrire et tout? À part le staff technique, oui, mais vraiment, là, as-tu des sujets de prédilection vraiment plus précis à la MLS? Plus précis, je ne vais pas dire ça. Moi, j'aime bien les belles histoires, les histoires qui sont en fait qui sortent un peu du cadre footballistique et qui mettent un peu plus en avant l'humain, que ça soit les MLS Humanitarian of the Year ou les différentes spécificités, voire même les joueurs ou les personnes proches du soccer qui ont une histoire assez particulière avec la MLS ou avec l'humanitaire. Moi, j'aime bien ça, c'est ce que j'apprécie. Ouais, ça risque d'être très intéressant. Et vous, les gars, là, commençons par Antoine. Sur quel sujet, là, on a déjà vu ta patte d'écriture, Antoine, sur les carnets opposés et tout. Toi, sur quel sujet tu aimes écrire là, quand on parle de MLS? Moi, tout ce qui touche un peu, tout ce qui est autour de la MLS, on l'a vu sur le carnet opposé, j'aime bien mélanger ça avec un peu d'économie, comment marchent les expansions, comment marchent les règles intérieures de la ligue, et puis j'imagine qu'au moment où le podcast sortira, il y aura déjà un article disponible sur le site qui sera un peu dans cette veine, qui mélange la MLS, d'autres divisions, la politique, la culture, vraiment montrer que le continent américain est prêt pour le soccer et qu'il y a une vraie culture derrière. Donc voilà, je vais essayer de parler de ça, parler des changements à venir dans la MLS et puis un peu de chaque équipe qui m'intéresse, et il y en a beaucoup. Oui, et toi, Adi, hein, je te répète la même question. Sur quel sujet là, tu aimerais écrire à propos de la MLS? Là? On a pu voir que tu écrivais sur MLS en folie ton style, mais est-ce que tu voudrais le répéter à nos auditeurs? Ben effectivement, en fait, c'est vraiment une continuité de ce que je faisais sur MLS en folie. Je parle beaucoup des clubs, de quelle stratégie le club va utiliser. Je vais faire des focus sur des joueurs, des focus sur des entraîneurs, des focus un peu présenter les protagonistes de la MLS à nos lecteurs, en fait. Ce sera plutôt ça sur lequel je vais m'occuper. C'est sûr qu'il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup de belles histoires. Après, c'est ça. J'espère que nos lecteurs vont aimer ça. Oui, et moi, personnellement, là, qu'est-ce que j'aime écrire à propos de la MLS, c'est les joueurs ou les équipes là, injustement méconnus. Vraiment des joueurs qui mériteraient d'être d'avoir les projecteurs plus souvent et des équipes là, que parfois on n'est peut-être pas peut-être qu'on ne suit pas, mais vraiment là, qui sont intéressantes et qui méritent vraiment d'être connues. On va y aller vraiment plus vers un sujet MLS. Là,
cette saison, il y aura la nouvelle expansion qui est Cincinnati. Selon vous, là, à quoi s'attendre de Cincy? Léo, tu peux commencer. Moi, j'avoue, je sais pas trop. Enfin, je suis un peu étonné. Je trouve qu'ils ont formé une belle équipe. Je vais dire, je suis un peu sceptique, mais je trouve qu'ils ont formé une équipe assez cohérente, avec des bons renforts, que ce soit en draft, que ce soit en pick, avec des joueurs comme Ulloa, comme Roland Lama, comme Garza. Je trouve qu'il manque un petit défenseur central, mais sinon, je trouve ça vraiment très intéressant. Bien, et toi, Antoine? Oui, j'ai un peu dans ce sens-là. Il y a encore pas mal de travail à faire, tout de même. C'est vraiment pas une équipe qui, pour le moment, sur le papier, a le niveau des dernières expansions, que ce soit les AFC ou Atlanta. Mais voilà, il s'appuie sur quelques vétérans de USL, de MLS. Et puis, moi, j'attends de voir un peu plus, mais pour le moment, ça va. Et Di, est-ce que tu es du même avis d'Antoine et Léo? Oui, en fait, j'ai bien aimé le recrutement qu'ils font. Après, bon, on est là au début janvier. Il n'y a pas eu vraiment ce qu'il faut. Je pense que le recrutement n'est pas fini. Mais ce que je vois, c'est quand même intéressant, surtout en défense. On voit Mathieu Deplagne, on voit Alvas Powell. C'est quand même deux très bons défenseurs. Il y a même le défenseur de l'année en USL qui est là. Il y a l'excellent Ledesma qui était le meilleur joueur de l'année en USL l'année passée. En tout cas, c'est quand même intéressant. Je trouve qu'en attaque, par contre, j'aime pas trop ce qu'ils ont fait avec. Ils ont Fernando Adi que j'aime beaucoup, mais ils ont Darren Mattox qui pour moi n'est pas du niveau. Après, il faut voir si c'est effectivement Mattox est là pour être titulaire ou non. Est-ce que c'est une première année de transition? Moi, je m'attends à ce que ce soit une année de transition. Le but, c'est qu'ils finissent proche des séries ou bien en dernière place de série, mais pas de finir dans le bon dernier de la MLS non plus. Donc quand même, c'est une bonne première saison. Je m'attends à une bonne première saison. Pour une première saison, je pense que ça va être correct. Oui, je suis d'accord avec toi. Là, je pense que si la mayonnaise prend bien à la défense avec des Powell, des Garza, des Watson, je crois que ça peut vraiment ça peut jouer des troubles fêtes dans la course aux séries en MLS. Et vous, là, est-ce que vous pensez qu'il y aura des surprises en 2019, des équipes qu'on ne s'attend peut-être pas et qui pourraient jouer eux aussi les troubles fêtes en MLS? Commençons par Adi. Oui, effectivement, en fait, c'est très drôle parce que j'y pensais très sérieusement dernièrement. Et moi, je pense que l'équipe qui va nous surprendre cette année, ça va être Minnesota. J'ai comme le pressentiment que Minnesota va avoir une saison extraordinaire, non seulement à cause du capital joueur qui commence à prendre de plus en plus de qualité, mais en plus avec leur nouveau stade, je sens que les dirigeants attendaient cette année-là pour vraiment faire sauter la banque, pour vraiment s'affirmer comme une force en MLS. Le modèle était très différent d'Atlanta, mais moi, je dis que l'équipe surprise cette année, ce sera Minnesota. Oui, avec leur magnifique stade. Et vous, les gars, là, Léo, par exemple? Moi, ça va être les Colorado Rapids, que je sens bien cette année. Ils ont enfin pallié à leurs problèmes offensifs, parce que bon, on va pas se rappeler, mais la saison dernière, leur meilleur buteur, c'est quand même un défenseur central, c'est Tommy Smith. En deuxième, c'est Edgar Castillo, leur latéral gauche avec 3 buts. Le premier, il est à 4 buts. Donc là, le recrutement de Kei Kamara, de Diego Rubio, ça va déjà pallier leurs premiers soucis. Après, je reste encore un peu sceptique sur leur gardien avec le recrutement de Clint Iroir, qui a quand même encaissé plus de 19 buts en 7 matchs la saison passée à Toronto. Mais je sais pas, je sens qu'Anthony Hudson cette année va peut-être enfin avoir un effectif de qualité, enfin avoir des bons éléments offensifs. On pense par exemple à Yannick Boli, là, l'ancien Parisien, l'ancien Havrais, l'ancien qui a été formé à Paris et qui est maintenant qui est parti. Mais enfin voilà, moi je pense que ça va être les Rapids qui vont être intéressants. Et est-ce que c'est parce que Kellyn Acosta joue aux Rapids ou t'es vraiment impartial? Je suis vraiment partial. Non, vraiment, c'est vraiment l'équipe, je pense, qui a fait un bon recrutement offensif. Après, on va voir pour les gardiens parce que ça me semble encore un peu léger. Mais je sais pas, je pense, je les sens bien. Non, parce que sinon, j'aurais dit Cincinnati. Hein, parce que je préfère Ulloa à Costa. Hein, mais bon, c'est personnel. Et toi, Antoine? J'aurais aussi dit Minnesota et Colorado, mais vu que j'arrive troisième, j'ai construit sur une autre équipe. Alors, il y en a une qui m'intéresse beaucoup. Je dis pas que ça va être la grosse surprise, mais en fait, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. C'est Toronto. Ils ont
étrangement, Jovinko, Bradley et Altidore sont en fin de contrat à la fin de l'année. Et ils ont l'air de penser que, tiens, ça peut être la dernière année où on met tout sur le trio et on prie pour essayer de gagner la Ligue avec ça. C'est vrai que c'est une bonne équipe. L'année dernière, ils sont vraiment passés à côté, mais si les 3 joueurs désignés reviennent à leur niveau de base, ça pourrait être pas mauvais. J'ai vraiment pas l'impression qu'ils sont en train de regarder vers le futur. Hein. Ils ont pris Laurent Simon, qui est plus tout jeune, pour jouer en défenseur central, mais ils ont vraiment des bons joueurs un peu partout sur le terrain, à chaque position, ils sont assez solides. Et donc, si l'effectif reprend la forme qu'il y avait il y a 2 ans, ça pourrait super bien marcher, mais ça pourrait aussi être un total désastre comme l'année dernière. Donc, j'ai vraiment hâte de voir la chimie qu'il va y avoir Toronto sur le terrain. Oui, on croise les doigts pour les blessures. Hein. Moi, personnellement, c'est une autre équipe, donc on va vraiment avoir 4 équipes différentes. S'il n'y en a aucune des 4 qui crée la surprise, là, on va faire dur. On ferme le site. Ouais, exactement. Faut pas trop dire ça parce que au cas où ça arrive. Moi, mon club surprise, je crois que ça va être Orlando. Hein. Vous le savez, j'adore la USL. Et vraiment, Orlando commence à ressembler drôlement à Louisville. Le coach de Louisville, là, un des meilleurs gardiens MLS, Greg Ranjitsingh, vient de signer Orlando. Le pilier de la défense à Louisville, Kyle Smith, vient également de signer Orlando. Rajouter à cela, pourquoi pas, Akindele qui pourrait revenir en forme avec Orlando. Je crois pas. Et surtout, là, c'est Florian, notre spécialiste NCAA, qui nous a parlé de Benji Mitchell, qui vient de signer Homegrown à Orlando. Un jeune là, un jeune qui peut vraiment faire des dommages en MLS. Et même, là, Florian pense qu'il pourrait peut-être voler le poste à Dom Dwyer s'il s'adapte bien à la MLS. Donc, j'ai vraiment hâte de voir cette équipe d'Orlando. Il manque peut-être des ajouts en défense et tout. Mais non, ça pourrait vraiment créer la surprise. Les gars, est-ce que vous avez d'autres mentions, une autre mention d'équipe qui pourrait jouer les troubles à fête ou Moi, je veux juste dire que j'y crois absolument pas à Orlando. Alors, vraiment, Moi, pareil. Vraiment, je mettrais pas $1 dessus. Gestion de club horrible. La saison n'a pas commencé. On a l'impression que l'entraîneur, par rapport à la saison dernière, il est déjà sur la sellette et il va partir. C'est incroyable. Je vois pas comment il pourrait atteindre les playoffs. Mais sinon, dans les autres équipes à surveiller, je mettrais comme d'habitude Atlanta, les Red Bulls, bien entendu. On va voir ce qu'ils font un petit peu cette année. Seattle aussi, avec s'ils sont épargnés un peu par les blessures. Et puis Portland aussi, Kansas. Voilà, tous des beaux projets qu'on a vus l'année dernière et qui semblent pouvoir se concrétiser l'année prochaine. Mais voilà, il y a encore quelques mois avant le début de la saison et pas mal de nouvelles cibles pourraient arriver, à mon avis, en MLS d'ici la fin du mercato. Moi, j'aimerais bien parler quand même de l'Impact de Montréal. On sait que je suis quand même fan de l'Impact. Et je trouve que, bon, le recrutement n'est pas encore fini, mais des rumeurs disent comme quoi il y aura un nouvel attaquant qui va arriver, en plus de Max Urruti qui est venu de Dallas. Merci Léo. Je pense que l'Impact peut, avec 2-3 bonnes pièces, peut devenir une très, très bonne équipe. Après, il faut attendre le reste du recrutement. Mais je trouve qu'il ne leur faut pas beaucoup par rapport à ce qu'on a vu en fin de saison. Ils ont raté les playoffs. Ils ont été vraiment la dernière équipe. Ils ont raté les playoffs de 3 points. Donc, je pense quand même que si jamais il y a les bons ajouts, l'Impact de Montréal pourra faire mal cette année. Oui, et moi, personnellement, là, je porte en ce moment un maillot de la Croatie. Je pense à Darmir Krejlak du Real Salt Lake. Faites attention à eux. Faites vraiment attention. Donc, c'est ça qui clôt le segment MLS. On va vous laisser là, avec la présentation de Mathieu Lemay. Et ensuite, là, on y va avec la USL et la NPSL Pro. Oui, on a eu un petit problème technique, mais on est de retour avec Adi et Mathieu. Hein. Mathieu, tout d'abord, bienvenue dans l'équipe Culture Soccer. Merci de l'invitation. Merci aussi de la confiance. Merci surtout de m'accueillir au sein de votre équipe. Merci à toi de nous rejoindre. On se suit partout, toi et moi. Hein?
Ah ben là, après les Renards du Soccer qui vont revenir bientôt, ton invitation à un Fossin à Montréal, et puis le fait que tu étais venu aussi à mon podcast, MLS Africa Plus, ben là, oui, on se suit partout, même sur les médias sociaux pendant le temps des fêtes. Exactement. Et toi, là, Mathieu, qu'est-ce que tu penses que tu vas pouvoir apporter au site niveau MLS? Ben, en fait, on dit évidemment niveau MLS, mais ça peut couvrir un petit peu plus large. Évidemment, moi, ce que je veux apporter, c'est d'abord c'est ce qui n'est pas couvert par les autres, parce que moi, je m'intéresse beaucoup à l'envers du décor lorsqu'il est question de soccer et de foot. Puis ça fait partie de la culture, hein, en plus. Fait que c'est souvent des sujets comme ça que je vais aller creuser et essayer d'aborder sur le site. Non seulement pour apprendre des choses, mais aussi pour en faire découvrir d'autres, des aspects qu'on ignore ou qu'on porte pas attention. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, qui pique ma curiosité. J'espère que ça va aussi piquer celle de nos futurs lecteurs. Je n'en doute vraiment pas. Il y a quelques instants, là, on est revenu avec Léo, Antoine et Adi sur nos équipes surprises que l'on croit qui vont créer la surprise en fait pour la saison 2019. Toi, as-tu une équipe en particulier que tu penses qui pourrait créer la surprise en 2019? Sans doute pour éviter de répéter ce que les autres ont dit, là, j'ai quand même eu l'occasion de les écouter. Moi, je suivrais un petit peu le Galaxy de Los Angeles. Après 2 saisons merdiques où ils n'ont pas fait les séries éliminatoires, j'ai l'impression que cette équipe-là va se relancer cette saison. Ils viennent d'acquérir comme entraîneur Schelotto, l'entraîneur du Boca Junior. J'ai hâte de voir où le recrutement va aller à partir de là. Et je pense là, qu'avec le départ là, de certains Bois-Morts qu'il y avait là, dans leur équipe, là, il va y avoir quelque chose là, de plus intéressant cette année. Ça va relancer aussi la compétition dans l'Ouest encore plus là, quand on va voir cette équipe-là remonter, parce que je suis persuadé qu'avec un entraîneur comme Schelotto à la barre, le Galaxy ne devrait pas avoir une 3e saison là, en dessous de la ligne rouge. Exactement. Et en fait, c'est très bien que tu mentionnes le Galaxy, Mathieu, parce que je pense aussi que la rivalité avec San Jose, les Earthquakes de San Jose, va encore être de plus en plus forte, parce que aussi San Jose est en train de se renforcer énormément. Ils ont signé l'ancien entraîneur de River Plate, qui est Lucas Almeida. Donc, en tout cas, ça va être très drôle de voir ces 2 entraîneurs-là de niveau l'un contre l'autre, là. Ah oui, ça va être intéressant. Puis il va falloir inclure LAFC dans le lot. Et on a senti une rivalité qui a vu le jour l'année dernière avec ce match de fou de 4-3 où Ibrahimovic avait fait ses débuts. Il va y avoir une rivalité à 3 là, dans la Californie, là, dans cette conférence-là. Et puis, il ne faut pas oublier que cette saison, hein, vous en avez sans doute parlé, il y a une place dans les séries supplémentaires à aller chercher. Il y a 7 équipes là, qui peuvent y accéder au lieu de 6, mais ça va être encore chaudement disputé. Et c'est là que moi, j'ai hâte de voir là, comment les rivalités là, que tu viens justement de mentionner, Adi, là, avec des équipes comme ça, parce que je pense aussi que les Earthquakes vont remonter un petit peu. Là, j'ai entendu tantôt les Rapids du Colorado. Je pense aussi que ça devrait s'améliorer un peu aussi. Ça va vraiment relancer les dés dans la conférence Ouest. Il ne faut pas oublier non plus Vancouver là, avec Marc Dos Santos. Il faut le mentionner. Ils n'ont pas fait les playoffs. Eux aussi, ils vont être surveillés. Là. Ouais, non, c'est vrai. Ça va être excitant dans l'Ouest. La saison 2019 là, à l'Ouest, là, ça va être vraiment intéressant. On a l'impression que tout le monde peut tirer son épingle du jeu. Donc, vraiment, la MLS en 2019, là, une place où la suivre, Culture Soccer. Voilà. Ben, on voulait de la parité. On souhaite qu'on va l'avoir, mais j'ai l'impression qu'on devrait l'avoir. Oui, donc Mathieu, merci pour... c'était un court passage, mais un passage vraiment plaisant. Merci d'être venu au podcast. Ah non, mais ça me fait plaisir. Évidemment, ceux qui me connaissent savent que je couvre les joueurs africains MLS pour le site Football Africa 365, là. Football 365 page Afrique plutôt. Alors, ça se pourrait que sur votre site, ça revienne un peu sur le tapis, hein, on ne sait jamais. Il y a parfois des réalités intéressantes à découvrir. J'espère en tout cas que ce que je vais apporter au contenu va éveiller la curiosité des lecteurs au même titre que tous les autres contributeurs qui, je n'en doute pas, là, ont beaucoup de compétences puis vont susciter l'intérêt là, à un niveau très, très large. Et c'est rien que pour ça, je suis très, très content de faire partie de l'équipe. Merci beaucoup, Mathieu. On est ravis de pouvoir t'accueillir. Merci, Mathieu. Merci beaucoup, Anthony. Merci, Adi, encore une fois. Salut, Mathieu. Bye. Salut, les gars. Bye.
Donc, oui, on va continuer avec la USL. Donc, petite interlude et on revient. Merci beaucoup à Mathieu et Adi qu'on retrouvera lui plus tard. On va parler tout de suite des échelons inférieurs à la MLS et à la USL. Pour ceux qui ne suivent pas, la USL, c'est la seconde division nord-américaine c'est l'année dernière, a annoncé une certaine expansion avec la USL League One qui commencera cette année, qui sera la troisième division américaine, et la USL League 2 qui sera la quatrième et qui remplacera un peu la PDL qu'il y avait avant dans le soccer nord-américain. Bien sûr, la USL et la League One seront à suivre sur Culture Soccer, et c'est pour ça que nous avons avec nous, bien sûr, Anthony, qui s'occupera de la USL. Salut Anthony, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et puis Léo, lui, sera le monsieur League One chez Culture Soccer. Léo, salut, on t'a vu. Bonjour. J'espère que ça va depuis 5 minutes. Ça va très bien. On va parler un petit peu avec vous de ces deux divisions qui sont prêtes à être lancées. La USL, bien entendu, on l'a déjà couvert un peu l'année dernière sur Culture Soccer. Anthony, cette année, il y a pas mal d'expansions, non? Oh oui, vraiment. Là, il y a un total là, de 7 nouveaux clubs en USL Championship, l'équivalent de la Division 2 américaine. Il y a les Austin Bold. Ah oui, une équipe Austin, malgré le club MLS qui se rapproche. Il y a Birmingham en Alabama. Il y a El Paso. Il y a Hartford. Il y a London, le club réserve du DC United. Memphis qui va créer une excellente rivalité à Nashville. Et finalement, le New Mexico United. Donc, c'est vraiment des équipes. Certaines, je doute de leur succès. D'autres, je n'en doute vraiment pas. Comme Austin, je crois que dès sa première année, ça peut être vraiment... ça peut créer du beau jeu avec deux anciens joueurs de Nashville qui vont tenter de se relancer. Chris Pack et London Woodbury. Sinon, Birmingham a signé l'un des meilleurs joueurs du Real Monarchs, la réserve du Real Salt Lake, avec Chandler Hoffman, qui a déjà 50 buts en carrière en USL. Sinon, Hartford, avec l'ancien gardien de SKC, Jimmy Nielsen. Vraiment, là, ils font confiance à des joueurs de pays scandinaves ou d'Europe de l'Est et des anciens et des joueurs de USL, beaucoup qui viennent du OKC Energy puisqu'il entraînait précédemment là-bas. Donc, ça va être vraiment intéressant à aller voir. Et il y a le Memphis 901 FC, le club que Tim Howard là, vraiment possède. Donc, ça va être... Il devrait peut-être aller jouer pour son club parce que niveau MLS, ça fait dur un peu. Et maintenant que le AC Cincinnati, qui était quand même la grosse bête de la USL ces dernières années, est parti pour la MLS, dis-moi qui a les meilleures chances de s'imposer dans cette division cette année, selon toi, et sachant qu'il y a encore pas mal de mouvements qui peuvent arriver durant la off-season. Oui, pour moi, là, le top 3, ça va être Nashville, Louisville et Pittsburgh. J'ai pas vraiment d'ordre précis. Je crois que ça va être selon les choix des entraîneurs et tout. Je vais commencer avec Pittsburgh. C'est une équipe qui m'a vraiment surpris lors de la dernière saison avec des joueurs de qualité. L'entraîneur Bob Lilley qui a entraîné précédemment au Rhinos de Rochester, qui a gagné plusieurs titres en USL, qui a amené un bon groupe de personnes, des anciens des Rhinos, est allé chercher ailleurs en USL, a regardé... et a vraiment reconstruit l'effectif. On pensait à une année de transition, mais vraiment, ça a été un succès. Je crois qu'ils ont fini à la deuxième position. Donc, je crois vraiment que cette équipe va continuer son beau travail avec l'un des meilleurs entraîneurs en USL qui mériterait, pourquoi pas, sa chance en MLS. Sinon, il y a Louisville. Je crois qu'ils vont réussir, mais c'est vraiment là questionnable puisque plusieurs de leurs joueurs sont partis. Comme je l'ai dit plus tôt dans le podcast Orlando, il y a eu Greg Ranjitsingh, un des meilleurs gardiens en USL, Kyle Smith, leur pilier défensif, mais surtout Cameron Lancaster, le recordman meilleur buteur pour une saison en USL avec 25, qui est parti du côté de Nashville. Donc, ça me permet de faire une transition vers mon club de cœur, Nashville, là, qui a vraiment signé les meilleurs joueurs en USL, les deux meilleurs buteurs, l'un des meilleurs défenseurs, l'un des meilleurs latérales droits. Donc, pour moi, ça va être la meilleure équipe en USL. Et si on va dans l'Ouest, il y a Phoenix qui continue son bon travail, finaliste de la saison 2018, qui
qui remplace avec le départ de Didier Drogba en allant chercher des bons joueurs USL. Il y a Sacramento qui est toujours à surveiller également et les Real Monarchs qui tenteront de finalement pouvoir faire un parcours en série qui est notable. Donc, c'est pas mal ça là, qui va être surveillé en USL. Ouais, ça va être une saison très intéressante. Et tu parlais de Didier Drogba qui a pris sa retraite avec Phoenix. Ouais. Je salue aussi Joe Cole qui a arrêté sa carrière alors qu'il jouait l'année dernière au Tampa Bay Roadies. On va passer un échelon plus bas avec toi, Léo, et la USL League One. Alors déjà, est-ce que tu peux nous présenter très rapidement la ligue et puis nous dire pourquoi il faudrait la suivre si on lit Culture Soccer? Donc, comme vous l'avez expliqué juste avant, c'est une ligue qui vient d'être créée cette année. Il y a actuellement 10 clubs répartis un peu tout au long des USA avec 3 équipes réserves des équipes pro. Il y a Orlando City Bay, il y a la réserve de Toronto qui a fait une très mauvaise dernière saison en USL. Et du coup, la dernière, pourquoi je la suis, c'est North Texas Soccer qui est la réserve du FC Dallas avec le délire de signer tous les jeunes joueurs du FC Dallas et de les faire évoluer dans un échelon supérieur. Alors pourquoi faut la suivre? Faut la suivre parce que forcément c'est une ligue un peu exotique. Il y a beaucoup de clubs qui sont très très sympas à suivre, comme les Red Wolves de Chattanooga ou alors même les Forward Madison FC, dont je parlerai un peu plus tard parce qu'on va faire un grand focus sur cette équipe dès le mois de janvier sur Culture Soccer avec des interviews, avec une interview, un grand exposé. Donc ça va être vraiment sympa à suivre parce que forcément c'est un échelon peut-être un peu plus bas, mais ça va être du vrai football avec du football à l'ancienne dans des petits stades, 4000, 5000 places, donc ça va être sympa. Et est-ce que, à ton avis, ça va être plus des jeunes qui vont être dans ces équipes ou on va avoir quelques vétérans? Et est-ce que aussi tu penses qu'il y a plus d'équipes du USL qui vont peut-être dans le futur descendre en Ligue 1? Selon moi, il y a 2 équipes qui vont être ajoutées en USL League 1 l'année prochaine. Donc ça va être Penn FC, les Rhinos de Rochester normalement. Après, il va y avoir 2 cas d'école. Selon moi, les équipes, des équipes pro, donc les 3 équipes vont faire jouer pas mal de jeunes. On a vu par exemple que Toronto a signé un jeune de 14 ans, Jacquil Marshall-Rucci, de son équipe première, enfin de son équipe de jeunes. Dallas, pareil, ils ont signé un jeune de 15 ans, donc qui est Ricardo Pepi, qui est une future pépite de l'USMNT. Et Break Evans, c'est un autre joueur haïtien. Mais dans un autre cas, par exemple, pour Forward Madison, on a vu qu'ils sont allés recruter, par exemple, un milieu panaméen, Rosiel Nunez, qui a 25 ans, qui est revenu en prêt et qui va permettre en fait d'apporter cette petite touche parce que c'est un international. Donc ça va être un mélange. Je pense qu'il va y avoir pas mal de jeunes de college soccer qui n'auront pas réussi, qui vont tenter leur chance parce que toutes les équipes actuellement font des essais où il y a énormément de jeunes joueurs qui sont sortis des centres de formation ou alors des jeunes de college soccer qui tentent leur chance. Donc ça va être, selon moi, un mix assez intéressant. À voir ce que ça va donner plus tard, parce que c'est encore très jeune et tout le monde n'a pas encore signé. Beaucoup d'équipes n'ont que 4 ou 5 joueurs dans leur effectif. Et on a très hâte en tout cas de suivre cette première saison de Ligue 1 avec toi et on attend avec impatience tes différents articles sur la Ligue. Comme tu l'as dit, oui, le Forward Madison, par exemple, ça va être très intéressant pour te lire une bonne introduction à cette Ligue, à mon avis, parce que ça a l'air d'être un club assez fou. Eh bien, merci Léo. Donc, pour la USL Ligue 1. Anthony, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur cette Ligue. Non, vraiment, ça va être une ligue là, que j'ai hâte de suivre et surtout l'année prochaine avec les Rhinos de Rochester qui méritent un club. C'est vraiment un club fort des divisions inférieures aux États-Unis. Mais on va continuer avec la NPSL Pro et la NISA là, pour tous ces fanatiques là, de football semi-pro. On a vu l'évolution de la USL. Mais depuis l'arrêt, on a vu l'évolution de la USL, mais depuis l'arrêt de la NASL, qu'est-ce qui s'est-il passé pour les équipes là, qui y étaient et quoi de neuf dans les divisions aux États-Unis, Antoine? Alors ouais, c'est un peu le bazar. Ceux qui suivent Culture Soccer depuis longtemps le savent très bien, mais les divisions inférieures aux États-Unis sont sacrément bazardesques et puis problématiques. La USL a énormément grandi ces dernières années, comme on l'a vu, beaucoup d'expansion chaque année. Et il y a 2 ans, c'était la dernière saison de la NASL, qui était l'ancienne seconde division aux États-Unis, qui était vraiment en compétition avec la USL. C'était une division assez intéressante à suivre, puisqu'en fait, au contraire de la USL, qui était à l'époque, qui avait beaucoup de réserves de MLS, la NASL, c'était plus des équipes originales, et c'était des équipes qui offraient pas mal de chances aux vétérans, aux anciens de MLS, qui n'avaient plus le niveau pour la MLS, et qui payaient
pas mal, contrairement à la USL. Donc c'était un bon endroit pour les vétérans et pour continuer à les regarder. Et puis il y avait voilà, on a vu des Alessandro Nesta entraîner Miami ou Raoul au New York Cosmos. Donc voilà, c'était une ligue très intéressante. Et depuis qu'elle a fermé il y a 2 ans, c'était la dernière saison. Et puis l'année dernière, elle a été complètement en pause. Certains clubs ont rejoint la USL, Indy 11, Tampa Bay avant, l'Ottawa Fury, qui sont tous passés par la NASL. Et d'autres, par contre, sont restés à un échelon bien inférieur, qui s'appelle la NPSL, qui est une 4e division, et qui est une 4e division gigantesque, vraiment beaucoup de clubs dans différentes conférences. Et ils ont lancé cette année l'idée de faire une ligue indépendante qui n'a rien à voir avec la MLS ou la USL, mais qui sera fait un peu par ceux qui détestent le système, le monopole de la MLS et de la USL sur le soccer américain. Et donc, voilà, ils ont annoncé cette ligue pour l'année prochaine, et dès 2019, on aura la NPSL Pro Founders Cup, donc la Coupe des fondateurs, qui commencera avec les 11 premières équipes de NPSL. Dedans, il y a des gros noms. Le Miami FC, dont je parlais, qui avait Nesta avant en entraîneur. Mais on a aussi le New York Cosmos, qu'on n'a pas eu besoin de présenter, je pense. Et puis d'autres comme Chattanooga FC ou Detroit City FC, qui sont des clubs amateurs avec un énorme soutien, avec des stades toujours pleins et plein de fumigènes. C'est vraiment très beau à voir. D'autres clubs, California United Strikers, il y a un autre club à Miami, à Milwaukee, à San Diego, un peu de tout en somme. Et donc c'est très intéressant avec la Coupe des fondateurs en 2019, puis en 2020, la première année de championnat. On va voir peut-être d'anciens vétérans MLS. Il faudra voir un petit peu quels sont les niveaux de ces équipes, mais j'ai très hâte de voir ça parce qu'il y a des clubs historiques qui participeront. Et puis c'est une vraie tentative de challenge pour la USL et MLS, puisqu'ils ont le monopole, comme on disait, ce sont des sociétés privées qui ont le monopole du soccer aux États-Unis. Donc ça a ses avantages et ses désavantages. Ensuite, tu parlais de la NISA. Ça va devenir encore plus compliqué pour nos auditeurs. Je suis désolé, mais la NISA, c'est une autre tentative des divisions américaines. Mais je pense qu'elle ne verra même pas le jour. Ils ont annoncé que trois équipes pour le moment, il me semble, à Charlotte, ainsi que dans 4, pardon, New England, à Philadelphie, à Charlotte et à Atlanta. Mais ce ne sont pas les équipes qui existaient avant. Ce sont des équipes complètement nouvelles, créées pour l'occasion. C'est une ligue qui se veut gratuite. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dans la ligue, entrer son équipe sans payer de prix d'expansion, contrairement à la USL ou la MLS. Mais pour le moment, elle a qu'un site internet, vraiment peu de déclarations. Donc soit ils se construisent très lentement, mais ça m'étonnerait. L'ancien fondateur avait quitté la ligue, par exemple, donc ça m'étonnerait qu'on voit cette ligue émerger un jour. Voilà. Oui, et d'ailleurs, là, à quoi s'attendre par rapport au contenu sur le site sur quoi tu penses te pencher vis-à-vis ces deux ligues-là, là? La NISA, comme j'y pensais, il faudrait déjà qu'elle commence. La NPSL, on va essayer de suivre la Founders Cup en 2019, puisque c'est qu'une coupe, ça va être très intéressant à voir, à mon avis. Et puis en 2020, si le championnat démarre, ce serait très intéressant de suivre le championnat. Et avant cela, vous pourrez voir un petit peu sûrement des articles sur certaines de ces équipes. Pourquoi pas Detroit City FC, qui est une des équipes les plus fascinantes du soccer nord-américain, ou les New York Cosmos, qui sont d'ailleurs dans le premier article de Culture Soccer que vous pouvez maintenant consulter, je pense. Donc voilà, il y a des clubs, il y a des histoires, il y a plein de choses intéressantes à raconter. Donc j'ai hâte que la ligue commence. Oui, moi aussi, ça risque d'être vraiment très intéressant. Donc merci Antoine et Léo pour ce segment, la division inférieure aux États-Unis. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire avant qu'on poursuive avec les féminines et Elodie? Moi, non, aucun, personnellement. Moi, je souhaite que le public vraiment découvre ces ligues inférieures. Ça va être très intéressant. Il ne faut pas en avoir peur, même si ça peut devenir facilement compliqué. Il ne faut pas en avoir peur. Il y a de belles histoires. Et donc, j'espère qu'au-delà des résultats, vous pourrez lire ces belles histoires sur notre site. Ouais, surtout, regardez aussi, suivez Culture Soccer parce que va y avoir les différentes moyens de diffusion. Par exemple, USL Ligue 1, on ne sait toujours pas comment ça sera diffusé. Ça sera diffusé sur YouTube ou sur différentes channels, mais on espère que ça sera diffusé sur YouTube comme en USL. C'est tout ce qu'on espère. Parfait. Donc, on se retrouve avec Elodie dans quelques instants. Merci. Sur Culture Soccer également, il y aura du soccer féminin et pour nous, c'était vraiment primordial de vraiment parler de tous les soccer aux États-Unis et au Canada. Donc, j'ai vraiment le bonheur d'accueillir Elodie avec nous. Bonjour Elodie.
Bonjour tout le monde, merci de m'avoir invité. C'est nous qui te remercions. Pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu veux te présenter? Bah allez, c'est parti. Donc moi en fait c'est Elodie, je suis une grande fan en fait d'Orlando Pride. C'est une équipe de la NWSL que en 2017 grâce à Alex Morgan en fait quand elle est venue jouer à Lyon. Et en fait, je connaissais vaguement ce championnat, mais je me suis vraiment intéressée à ce moment-là. Au début, je voulais juste voir en fait comment se débrouillait son équipe aux US. Et donc, j'ai suivi d'abord principalement Orlando. Et en fait, j'ai de suite accroché. J'ai adoré le club. Ça m'a fait découvrir tout autre chose, en fait, un autre style de jeu, un autre fonctionnement. Et en fait, je vais démarrer là, en fait, ma 3e saison. Je vais suivre ma 3e saison de la NWSL. Et ça va faire un an que je gère le compte Orlando Pride France. Parfait. Et quel contenu penses-tu faire sur Culture Soccer là, au niveau des féminines? Donc, à la base, je voulais faire des petits articles un peu plus précis. Et comme on l'a suggéré, que je trouvais que c'était vraiment pas mal, c'était de faire des résumés, en fait, de championnat au moins une fois par mois. Faire quelque chose d'assez simple, parler du classement général, classement des buteuses, des passeuses. Pourquoi pas faire un point infirmerie mercato? Parce qu'en fait, on va avoir beaucoup d'absences cette année. Il y a la Coupe du Monde en France. Et donc, ça serait pas mal de suivre, en fait, les joueuses qui vont partir jouer la coupe et celles qui vont rester en championnat. Donc, ça nous permettra d'avoir un suivi assez complet, de voir l'évolution des différents clubs. Parfait. Et d'ailleurs, là, en NWSL, est-ce que cette saison, il y aura des nouvelles expansions? Eh ben, justement, c'est la grande question, en fait. Il y a de grosses rumeurs concernant une équipe à Los Angeles. Il y a le club du LAFC qui aimerait faire son équipe féminine, mais c'est que des rumeurs. Après, on entend beaucoup parler du FC Barcelone qui aimerait ouvrir sa franchise, en fait, aux US. Mais bon, ça aussi, c'est des grosses rumeurs. Après, est-ce qu'ils vont vraiment les faire une année du Coupe du Monde, justement, avec des joueuses absentes? Ça, je sais pas. Mais ça serait intéressant à suivre, oui. Parfait. Et quels sont les clubs, là, pour ceux qui ne seraient pas initiés à la NWSL, quels sont les gros clubs de la NWSL, ceux qui sont à surveiller? Alors, ceux à surveiller, donc c'est sûr, c'est les tenants du titre de la saison dernière, c'est les North Carolina Courage qui ont fait le doublé, playoff et championnat. Elles ont même remporté l'International Champions Cup face à Lyon, c'était la première édition d'ailleurs. Donc, grosse équipe, elles ont vraiment fait une saison pleine, elles ont mené du début à la fin, elles finissent la meilleure équipe buteuse, meilleure défense, meilleure attaque, enfin voilà, équipe à surveiller. Les Portland Suns qui sont extraordinaires, qui sont très puissantes, qui ont fini 2e, elles sont toujours dans le haut du tableau, donc ça va être vraiment les 2 grosses équipes à surveiller. Parfait, merci. Et c'est là que Adi rentre en jeu, hein, on le sait, 2019, c'est l'année de Coupe du Monde pour les féminines. Ça va être vraiment intéressant. On va suivre la compétition de près. Et même toi, je crois que tu vas aller voir des matchs. Moi aussi, Oui. je risque d'y aller puisque je vais être en voyage en France. Donc, Adi, à quoi on peut s'attendre pour le Canada à cette Coupe du Monde? Le Canada est, comme d'habitude, une très grande équipe sur l'échelle mondiale du soccer féminin. Moi, je suis très content déjà d'accueillir Elodie parce que je trouve que c'est important de couvrir l'actualité du soccer féminin aux États-Unis et en Amérique du Nord parce qu'on a 2 des meilleures équipes dans le monde, les premières, les États-Unis, puis le Canada qui se situe maintenant en 5e position. C'est quand même intéressant de voir que c'est couvert. On a commencé à le faire avec Mathieu Lemay sur les Renards du Soccer, puis plus à l'échelle mondiale, et là, de commencer à couvrir le championnat dont tu as parlé, Elodie, des Portland Thorns. C'est le club de Christine Sinclair qui est la légende canadienne et même une des légendes du soccer féminin en Amérique du Nord et même mondial. Donc, c'est quand même intéressant de voir pour cette Coupe du Monde, ce qui sera vraisemblablement le dernier tournoi de Christine Sinclair, qu'est-ce que
le Canada va pouvoir faire. Oui, on en a parlé de nouveau aussi lors des Renards du Soccer par rapport à la nouvelle génération avec Jordi Huitema qui arrive. On a parlé aussi de plusieurs, de la relève qui est bien là pour le Canada. Moi, je pense que le Canada, arrive à un moment, à un tournant dans son histoire et doit arriver loin. Quand je dis loin, j'aimerais bien voir le Canada arriver au minimum en demi-finale. Ça va être compliqué, ça va être très difficile, sauf que je pense qu'ils ont les armes qu'il faut pour arriver aussi loin que ça. Et même, ils pourraient faire une petite surprise puis se qualifier pour la finale. Je pense que ce serait pas farfelu de voir le Canada arriver aussi loin que ça. Parfait. Et pour toi, là, Élodie, est-ce que tu as un mot sur le Canada ou on va directement vers les États-Unis? Ah non, le Canada, franchement, c'est une équipe qui monte en puissance. On a vu qu'en 2011, elles avaient complètement raté leur Coupe du Monde. En 2015, elles sortent en quart. Et puis, entre-temps, on a eu les JO où elles ont fini à chaque fois troisième. On voit que contre la France, elles font des matchs où à chaque fois, la France a peur. Même les États-Unis, c'est vraiment des rivales avec les États-Unis. À chaque fois, ça se joue aux prolongations. Ou d'ailleurs, un des derniers matchs contre... les États-Unis, ça s'est fini à 2-0, je crois. Donc franchement, le Canada a vraiment sa chance. Parfait. Et si on se tourne vers les États-Unis, ça risque d'être un des favoris pour cette Coupe du Monde, hein? Ah, ça, c'est sûr, les États-Unis savent qu'elles partent favoris. Les supporters sont derrière et enfin ils veulent vraiment que les US gagnent. Elles sont tenantes du titre, première au classement mondial. C'est sûr qu'elles sont attendues, oui. Parfait. Donc, c'est ça qui clôt le segment féminin du podcast. Vraiment, merci, Élodie, d'avoir rejoint notre équipe. C'était vraiment primordial pour nous d'avoir une section féminine au site. C'est un sport qui était injustement méconnu de tous les fanatiques de ce magnifique sport. Donc, merci de nous avoir rejoints. Ben, merci à vous. Vraiment. Merci. À la prochaine. À bientôt. À la prochaine. Merci encore à Élodie pour le féminin. On continue en allant dans les championnats universitaires avec Florian. Tout d'abord, bienvenue Florian chez Culture Soccer. Merci Anthony. Ça va bien? Ouais, ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, peux-tu te présenter à nos auditeurs? Ouais, bien, je m'appelle Florian, je suis le CM qui s'occupe du compte Twitter, le Collège Soccer FR. Donc, j'essaye de faire découvrir le soccer universitaire à la communauté francophone. Oui, et d'ailleurs, là, on est très fiers de pouvoir t'accueillir sur le site, d'avoir une section universitaire. Tu le sais, hein, chez Culture Soccer, notre but, c'était vraiment de couvrir tout le soccer nord-américain aux États-Unis, au Canada. C'est pourquoi on a une section féminine. Et là, avec toi, on va avoir une section universitaire. Donc, d'ailleurs, quel contenu penses-tu offrir sur le site Culture Soccer, là? Je compte un peu, on va parler un peu parfois des problématiques qu'il y a au niveau du collège soccer, comment le collège soccer évolue, faire découvrir quelques prospects pour la MLS, découvrir aussi quelques universités, en gros l'univers du collège soccer. Parfait. Et pour ceux qui ne seraient pas initiés au soccer universitaire, là, vite comme ça, tu parlais d'université. Quelles sont les grosses universités, là, les universités qui respirent foot aux États-Unis, là? Eh bien, il y en a pas beaucoup. On a environ 206 universités et il doit en avoir environ, peut-être au maximum une dizaine. Donc, il y a par exemple l'université de UCSB à Santa Barbara, qui a parfois des pics de plus de 10 000 spectateurs, 10 000 à 15 000. Cal Poly, qui chaque année a un pic de plus de 10 000. En particulier, l'université de Portland, comme l'équipe de MLS, les Timbers, c'est la même ferveur, la même ambiance. C'est ce qui se rapproche le plus de l'ambiance européenne. C'est vraiment des matchs incroyables,
à voir. Ils misent énormément sur le soccer. Les affluents sont même meilleurs que leur programme de basketball. C'est vraiment une université qui a une culture soccer. Et d'autres noms comme Grand Canyon University, Maryland, Wake Forest, Clemson, il y en a environ à peu près qu'une dizaine aux États-Unis. Parfait. Et oui, tu parlais de Grand Canyon University. On peut le voir sur ton compte Twitter. Tu ne caches pas ton amour envers cette université, GCU. Est-ce que tu peux nous parler pourquoi c'est l'une de tes préférées? Je suis tombé un peu par hasard dessus sur leur home opener durant le printemps 2017. J'ai découvert un peu leur stade, l'ambiance et un peu le projet qui voulait monter. Ils veulent devenir l'une des meilleures équipes et c'est aussi à partir d'un joueur en particulier, Nicky Jackson, qui est aujourd'hui au Colorado Rapids, qui a fait quand même de bons matchs comparé à des joueurs qui ont été draftés, qui m'a mis en goût à cette université et c'est comme ça un peu que je suis devenu fan. Et en suivant ensuite la saison 2017, j'ai découvert quelques nouveaux joueurs et petit à petit, vous prenez goût sur cette équipe. Surtout qu'il est très accessible de voir les matchs en plus sur YouTube. Donc, vous pouvez voir les matchs n'importe quand, à n'importe quelle heure, en direct ou quelques jours après. Donc, tout est fait vraiment pour suivre cette équipe. Oui, je te comprends un peu, hein. Moi, de mon côté, j'ai tombé en amour avec l'équipe de Nashville en USL et elle va aller en MLS et c'est un peu le même genre d'histoire. J'ai commencé à m'y intéresser et tout. Donc, pour la saison 2019, là, est-ce qu'il y a des gros prospects qui risquent de faire leur place en MLS? Eh bien, je dirais que en 2019, oui, il y en a quand même plusieurs. Il y a l'attaquant de Denver, André Chignashiki, qui a marqué 28 buts cette année. Ça faisait très très longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de buts. Et il aurait pu exploser le record historique. Si bien entendu, bon, il avait marqué contre les grosses équipes, mais s'il avait été un peu plus loin dans le tournoi national. Il y a en particulier le joueur de Wake Forest, Brad Dunwell, le milieu défensif, qui c'est vraiment un excellent joueur. Il est assez complet, passe court, jeu long, et c'est aussi un accélérateur de jeu. D'ailleurs, pendant le combiné avec la team Nemesis, le milieu de terrain avec qui il était, ils ont tous été impressionnants. Et il y a en particulier Hakim War, c'est un droitier qui joue latéral gauche, qui était le meilleur latéral du pays à l'université, qui lui risque de faire vraiment très très grosse impression et que je pense qu'il pourrait être le Rookie of the Year. Parfait. Et si on compare la vague de potentiel de 2019 à celle de 2018, est-ce que tu penses que le talent est supérieur? Oui, je pense que cette année, le talent est quand même supérieur. Je pense que c'est... Parfait. C'est ce qui conclut le segment universitaire. Merci beaucoup, Florian, de t'être prêté au jeu. Ouais, je vous remercie aussi et je suis vraiment très excité de travailler avec l'équipe. Nous aussi, on est très excités de t'accueillir. Donc, merci beaucoup, Florian, et on se retrouve à très bientôt. Merci, bonne journée. Bonne journée. On va clore le podcast avec la Canadienne Première Ligue, la ligue où les Canadiens en raffolent. On a très hâte de la voir aller. C'est peut-être le sauveur de notre soccer canadien. On est avec le rédacteur canadien qui sera avec nous, Daniel Cameron. Salut Daniel. Salut les gars, ça va? Ça va très bien, toi? Oui, je vous remercie. Parfait. On est également avec Adi, puisque Adi, moi et Daniel risquent d'écrire sur le soccer canadien.
Donc, oui, Daniel, si tu veux bien, est-ce que tu voudrais te présenter à nos auditeurs? Bien sûr. Ben, écoutez, moi, je suis fan de soccer canadien depuis très longtemps. J'attends la présence d'une ligue canadienne depuis que je joue au soccer. Depuis très, très longtemps. Et en fait, j'étais présent dans le Forum des voyageurs avant même la CanPL. Puis je me rappelle à l'époque, je me disais, j'avais passé un sujet là-dessus. Puis après, c'est quand la CanPL avait été annoncée, les gars ils me disaient, ah, ben, t'as fait un bon call, tu l'avais prévu quelques années à l'avance. Mais en fait, j'ai rien prévu. Ça allait de soi. Il y a déjà eu plusieurs tentatives par le passé. Et j'espère que cette fois sera la bonne. Et là, par la suite. Ah, vas-y, continue. Oui, je dis par la suite, eh bien, quand il y a eu le lancement de la CanPL, j'ai lancé ma page Actualité Soccer Canadien sur Twitter parce que je trouvais qu'il manquait beaucoup de formats en français. Puis je crois que ça avait coïncidé de peu avec les try-outs, les détections God Game. Puis là, il y avait eu des détections à Montréal, puis tout le monde trouvait dommage qu'il n'y ait pas d'équipe à Montréal. Donc là, j'ai décidé de partir ma page et j'essaie depuis ce temps-là de lancer de l'information sur relancer de l'information sur le sujet. Et c'est pour ça que Joindre Culture Soccer, ça me permet maintenant d'avoir mon propre contenu parce que je trouve qu'il manque de contenu en français sur la CPL. Parfait. Et d'ailleurs, quel type de contenu vas-tu faire sur le site? Eh bien, je ne sais pas si certains l'ont vu avant le lancement du site. J'avais fait des entrevues avec des joueurs qui ont été, excusez-moi l'expression, draftés dans la CPL. Il y a eu Aboubakar Sissoko avec Forge FC. Il y a eu André Bona avec les Halifax Wanderers. Je pense qu'il y aura d'autres entrevues. Là. Il y a place surtout avec des joueurs québécois ou francophones. Il y aurait la possibilité d'en faire d'autres. Par la suite, je pense que aussi, je devrais permettre de comprendre certains aspects de la CanPL qui sont plutôt méconnus du public québécois et francophone. Je pense que c'est vraiment nécessaire d'avoir des analyses qui vont être faites. Aussi, on envisage les résumés de matchs de la CanPL pour les francophones. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de contenu nouveau. On ne va pas juste comme relater de l'information qui existe déjà. Parce que la CPL le fait déjà sur son site Internet. Là. Parfait. Et Adi, toi, est-ce que tu partages l'avis de Daniel sur le contenu qu'on va faire sur Culture Soccer? Oui, effectivement. En fait, je suis très excité par la CanPL aussi. J'ai toujours eu honte un peu comme quoi le Canada avait pas sa propre ligue professionnelle de soccer. Bon, c'est plus le cas. On a une ligue qui va avoir 7 clubs. J'en ai parlé un peu sur le site, sur Lucarne Opposé. J'avais fait un article là-dessus. En tout cas, c'est très excitant et je pense que la CanPL est bien préparée cette fois-ci pour ne pas faire comme la défunte ligue auparavant. Ils ont les fonds nécessaires pour durer le plus possible. Moi, de mon côté, je vais beaucoup m'occuper aussi, je vais écrire sur la CanPL. Je vais aussi essayer d'écrire sur des joueurs. On parle beaucoup de certaines rumeurs avec Junior Kange qui va peut-être rejoindre la CanPL, qui est un joueur qui joue à Santos avec les moins de 23 ans, donc au Brésil. C'est quand même un très bon niveau. On parle aussi de Marcus Haber qui est un international canadien qui a représenté le pays pendant 29 occasions, qui jouait en équipe écossaise, en ligue écossaise, et qui vient juste de résilier son contrat avec Dundee United en Écosse. On parle d'un retour à la maison aussi. En tout cas, c'est des joueurs comme ça, moi, qui m'intéressent, rehausser un peu le niveau de cette ligue, de cette nouvelle ligue. J'ai hâte que ça commence. Ça a l'air très bien fait. C'est sûr, ce ne sera pas au niveau de la MLS encore, mais je pense que d'ici 5 à 10 ans, la CanPL pourra compétitionner avec la MLS assez rapidement. Là. Oui, d'ailleurs, Adi, tu parlais de niveau. Daniel, j'avais une question pour toi. À quoi s'attendre du niveau de la 15e Première Ligue? C'est sûr qu'on n'a pas encore les signatures, mais selon toi, là, ça va ressembler à quel type de niveau? Eh bien, actuellement, très peu de joueurs ont signé dans les clubs. Donc, c'est sûr que, comme je ne sais pas si vous l'avez vu, j'avais fait un tweet là-dessus, qu'on pourrait considérer que le niveau va être celui de la Liga espagnole comme il pourrait être celui de la 3e division éthiopienne, dans le sens qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup de signatures. Donc, on peut se fier au niveau des joueurs qui ont signé actuellement. Les joueurs qui ont signé actuellement, beaucoup sont canadiens.
Et certains ont joué dans la défunte PDL, qui est maintenant la USL League 2, entre autres à Calgary, parce que vous êtes sûrement au courant, le Calgary Foothills a été champion de la défunte PDL en 2018. Donc, et même l'entraîneur de l'équipe a signé à Cavalry FC. Donc, il a ramené quelques joueurs avec lui. Il y a certains qui ont joué dans la USL, qui est maintenant la USL Championship. Certains ont joué en MLS, mais très peu. Certains ont joué en semi-pro en Ontario. Donc, vous m'entendez? Oui, oui, oui. Moi, ça a coupé. Et donc, actuellement, je pense que si on réussit à avoir un niveau de USL Championship, USL League One à la première année, ben en fait, honnêtement, si on veut même être réaliste, si on a un niveau supérieur aux ligues semi-pro canadiennes, c'est-à-dire la L1O, qui est la ligue semi-pro ontarienne, et la PLSQ, qui est la première ligue de soccer du Québec, si on réussit à avoir un niveau supérieur à ça, on a déjà fait un gain. Parce qu'on a déjà quelque chose de plus que ce qui existe déjà. Fait que si on veut être réaliste, on peut dire ça. Si on veut être optimiste, ben on peut viser d'avoir un niveau qui est inférieur à la MLS, parce qu'honnêtement, on n'a pas les fonds pour avoir des salaires comme ça à MLS et à attirer des joueurs de ce niveau-là. Mais par contre, on a les moyens. Ce que je crois comprendre, il y a beaucoup de spéculation au niveau de la masse salariale, mais avec les signatures actuelles, on peut peut-être viser un niveau USL Championship, USL League One, en toute modestie. Parfait. Et selon vous, quelles sont les équipes qui se démarquent jusqu'à présent, là? Est-ce que vous en avez quelques-unes en tête? Je sais pas, toi, Adi? Oui, on parle beaucoup de Forge FC, qui est, on s'entend que les propriétaires de Forge FC, c'est eux qui sont à l'origine de cette idée-là. C'est eux qui faisaient partie, qui étaient, ils font partie des fondateurs de cette ligue-là. Donc, je m'attends beaucoup de Forge FC. Et je m'attends aussi beaucoup du Cavalry FC à Calgary. Parce que effectivement, de par leur succès en PDL, il y a une base quand même qui est déjà assez là. Pour revenir un peu juste sur ce que Daniel a dit, moi, ce que j'aime bien avec la CanPL, je pense qu'on peut viser beaucoup plus haut que les ligues semi-pro. Je pense que c'est comme normal, juste par les salaires. On parle d'un salaire moyen de 60 000. Donc, vu que le salaire est quand même là, les joueurs vont s'entraîner à temps plein. Ils seront disponibles à temps plein pour le club. Ils ne seront pas une job à côté comme ce qui se passe en semi-pro. Donc, je pense que le niveau va rapidement évoluer au-dessus des ligues semi-pro. Après, si on est capable d'arriver en USL League One, au niveau de USL League One, je pense que ça, c'est l'objectif après une première année. Mais oui, Forge FC, pour répondre à ta question, Forge FC, Cavalry FC, je pense que ça va être les deux équipes à surveiller cette première année. Parfait. Et toi, Daniel, est-ce que c'est les deux mêmes équipes que tu avais vu se démarquer jusqu'à présent? Moi, je dirais Forge FC aussi. Pour la simple et bonne raison qu'il semble avoir un groupe solide, un fanbase solide, étant donné que c'est le même propriétaire que l'équipe de CFL. Ils semblent faire un marketing conjoint. Ensuite, moi, je verrais bien York 9 ou Valor FC. Ils semblent aussi avoir une fanbase solide. En fait, York 9, au début, quand il y avait la première campagne d'abonnement, qu'on faisait juste faire un dépôt de 50$, ils étaient dans les derniers. S'ils n'étaient pas les derniers, ils étaient dans les derniers. Et là, depuis qu'il y a eu la billetterie, elle a été ouverte, ils semblent avoir vendu beaucoup de billets. Et ils semblent avoir des moyens aussi, vu que c'est la grande région de Toronto. Donc, moi, je pense que York 9 peut attirer des bons joueurs. Et il y a aussi beaucoup de joueurs qui voudraient retourner au pays qui viennent de cette région-là. Valor FC, pourquoi je les ai mentionnés? Parce qu'eux aussi, c'est le même groupe qui gère la CFL. Ils ont un grand stade. Ils ont déjà une équipe en PDL. Donc, il y a déjà comme une culture de soccer à Winnipeg. Et ça fait longtemps qu'ils attendent d'avoir du pro à cette ville. Donc, après ça, il n'y a pas eu beaucoup de signatures là-bas. Il y a beaucoup de rumeurs de joueurs internationaux qui iraient là-bas. Donc, moi, je pense que ça serait... Moi, je dirais le premier Forge FC. Après ça, je mettrais égalité York 9 et Valor FC. Parfait. Merci, les gars. C'est
c'est tout ce qu'on avait. Les questions que j'avais à poser sur la Canadienne Première Ligue. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Oui, moi j'ai quelque chose à ajouter. En fait, on a omis de mentionner FC Edmonton parce que j'aimerais vraiment souligner FC Edmonton qui était dans la NASL, la défunte NASL avant. FC Edmonton, même quand ils ont arrêté de leurs activités en NASL pendant 1 an, ils ont gardé leur académie. Ils ont continué leur programme d'académie. C'est un club déjà établi avec une grande fanbase aussi. Et c'est une équipe qui sera à surveiller aussi durant cette première année de la CanPL. En tout cas, moi, je suis très excité à voir ce que Edmonton est capable de faire. On a vu Edmonton dans la Coupe des voyageurs, donc dans le championnat canadien, quand même réaliser de bons matchs aussi. Donc, moi, ça ne m'étonnerait pas de voir FC Edmonton aussi en tête de la CanPL à la fin de l'année. Ça ne m'étonnerait pas non plus. Et moi, je pense que par rapport au niveau, ça va être intéressant d'observer les matchs des clubs de CPL contre des clubs canadiens jouant dans des ligues nord-américaines, comme les clubs de MLS ou comme le Ottawa Fury. Aussi, je ne sais pas si il y a une volonté de faire rentrer les clubs de PDL qui sont maintenant USL League 2, parce qu'il y a quand même 5 clubs canadiens dans cette ligue-là. Ça serait peut-être intéressant de les incorporer aussi pour avoir plus de participants, pour avoir un plus gros challenge. Donc, ici, en championnat canadien, ils ont la chance d'affronter des clubs de MLS, des clubs semi-pro ontariens ou québécois, ou d'affronter le Ottawa Fury. Ben, ça pourrait déjà nous donner une idée plus claire du niveau actuel de la Ligue. Sans oublier que les clubs de MLS, souvent, le championnat canadien, ils sont obligés de faire jouer des joueurs locaux. Donc, c'est pas nécessairement leur vrai niveau, là. Donc, moi, honnêtement, je suis très enthousiaste pour le début de la CPL. Parfait. Moi aussi, je partage ton avis. Là. J'ai vraiment hâte que la Ligue commence en avril 2019. Donc, chers auditeurs, vous pourrez suivre cette Ligue sur le site. Ce sera une des ligues importantes que le site va couvrir. Donc, merci Daniel et merci Adi d'être passé à l'émission. Merci à toi. Merci Daniel. Merci à vous deux, les gars. Anthony a dit. Donc, on se donne des nouvelles à très bientôt. Et pour les auditeurs, je vous invite à lire les articles de Culture Soccer et de partager surtout avec les profanes. Parce qu'il ne faut pas que Culture Soccer devienne un club select de connaisseurs du soccer. Il faut que les gens qui aiment le soccer, mais qui s'y connaissent moins, ils puissent en apprendre davantage sur cette ligue-là, qui puissent s'intéresser parce qu'il faut préparer, aussi surtout pour les gens au Québec, les gens des communautés francophones, de préparer le terrain pour des équipes éventuelles au Québec ou dans d'autres régions francophones au Canada. Parfait. Donc, on se retrouve pour la conclusion. À très bientôt. Merci. C'est déjà la fin de ce premier épisode 100% Culture Soccer. Merci à tous nos rédacteurs d'être passés à l'émission et surtout à vous d'être à l'écoute à chaque épisode et désormais à nous lire sur le site www.culturesoccer.com. N'hésitez pas à partager le contenu Culture Soccer si vous l'aimez et si vous avez des commentaires, à nous les mentionner. Sur ce, merci et à la prochaine pour un autre épisode Culture Soccer.